La psychanalyse et la société avec Joseph Zudas. Psychanalyste à Périgueux et responsable du centre de consultation Gabriel Laccueil. Bonjour chers auditeurs de Radio Libre en Périgord, la radio qui vous écoute. Aujourd'hui, je voulais avec vous parler, échanger, si vous voulez appeler après, sur nos jeunes enfants et notamment cette période difficile que vivent ces enfants à partir de 12 ans et qui a été étiquetée comme le moment de l'adolescence. Il faut savoir que quand un sujet se présente au centre de consultation ou dans le cabinet de mes collègues psychanalystes, nous recevons un sujet et pas un enfant, un adolescent, parce que l'analyse accueille un sujet et prononcer le terme de sujet qui n'a rien à voir avec le sujet, le verbe, le moi, il s'agit du sujet de l'inconscient quand on l'aborde, c'est-à-dire ce sujet qui interroge cette part inconsciente qu'on appelle aussi le refoulement d'ailleurs. Je voulais parler de cet âge-là, de ce moment-là, qui quand même se distingue de l'enfance et de l'âge adulte pour plusieurs raisons je vais essayer d'examiner. Je voulais tout d'abord dire qu'en ce moment, on arrive à un moment de bouleversement important, moment où l'Europe met en place un certain durcissement, il faut le voir politique, pensant y ramener un ordre nouveau, vieux terme pour certains qui ont connu un parti qui se rangeait sous ce nom, et tout le monde est assez inquiet, les gens en parlent, même s'ils arrivent avec des problèmes personnels, inquiets de ces bouleversements sociaux, cette porte ouverte à une jouissance sans limite qui a fait disparaître tous les repères que nous connaissions il y a une trentaine d'années. Cette jouissance pèse évidemment sur la vie de nos jeunes enfants. École, famille, loisirs, réseaux sociaux, où tout d'un coup l'imaginaire qui est déployé devient la réalité, écarte les jeunes. Aussi bien sûr à partir de 12 ans, le corps qui change et la question de la sexualité qui se met à peser aussi bien dans l'imaginaire, qui fait que certains jeunes vont chercher dans la pornographie très présente dans cette consommation des réponses. La question de la mort aussi, les scarifications pour calmer l'angoisse qui envahit. Bref, quand nous recevons des adolescents, il n'est jamais très sûr que le trajet thérapeutique en analyse va se passer sans aucun problème. Il arrive fréquemment, malheureusement, que ces adolescents passent à l'acte, comme on dit. À ce fait, je voulais vous lire un petit texte qui s'intitulait, dans la thèse d'un doctorant en médecine de Virginie Grandoulan, une interne des hôpitaux de Paris à Saint-Louis, médecine Lariboisière Saint-Louis, en 1987. Elle écrivait déjà « Le devenir de l'adolescent suicidaire ». Une enquête rétrospective a été effectuée à partir de 265 observations d'adolescents âgés de 12 à 22 ans, hospitalisés pour tentative de suicide dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de la Salpêtrière entre 1971 et 1980. Ce recensement explique la gravité des problématiques familiales, déjà bouleversées, et personnelles en cause, mises en évidence par l'analyse des caractéristiques de cette population. L'étude du devenir a porté sur le suivi de la prise en charge proposée, les récidives, l'insertion socio-professionnelle, les relations familiales et l'état psychologique actuel. 48% des patients ont pu être retrouvés avec un recul moyen de 11 ans et demi. Les résultats sont préoccupants. Seulement un patient sur 5 est normalisé. 31% sont psychiatriquement malades. La plupart restent prisonniers d'une problématique adolescente non résolue qui handicape leur vie dans tous les domaines.
les prises en charge ambulatoires qui ont été rarement suivies. Il existe une corrélation statistique entre un devenir réel plus mauvais que ne le prévoyait le pronostic posé à l'adolescence et l'abandon de la prise en charge proposée à la sortie. Ces résultats, qui sont discutés et comparés à la littérature, incitent à étudier tous les moyens de garder un lien thérapeutique avec l'adolescent après sa sortie de l'hôpital. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce bilan qui n'est pas réjouissant, bien que les informations que nous pouvons avoir, nous, ici en Dordogne, montrent des équipes au travail, décidées, ne baissant pas les bras, mais souvent empêtrées avec une administration tatillonne, empêchée par des protocoles et qui sont assez épuisés, il faut le dire, pour ceux avec qui nous avons pu échanger. Dans l'équipe du centre de consultation, des soignants sont venus nous rejoindre pour avoir quelques outils dans leur service et quand ils en font état, sont suivis, bien qu'ils puissent de temps en temps être mis à l'index. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce qu'on nous a appris des tentatives de suicide de l'adolescent? C'est que ça s'apparente à une fugue. C'est une fugue à l'intérieur de soi, une fugue hors des limites du comportement habituel. Le fantasme du suicide est inévitable chez l'adolescent. Il est imaginaire, donc naturel. C'est le désir d'aboutir qui est morbide. On peut lire dans leurs journaux « c'est trop pénible, j'ai envie d'en finir ». Au moment où le fantasme va se réaliser, c'est comme si tout d'un coup le suicidaire devenait un asexué avec l'apprivatif d'aucun désir. Il revit quelque chose du non-désir qu'il a supposé que ses parents avaient de lui quand il est né. Ça n'arrive pas à tous les suicidaires de réaliser ce fantasme. Ceux qui ont été jusqu'au bout étaient convaincus qu'ils étaient de trop dans leur famille. Ils se sentent presque coupables d'être nés. Ils ne se découvrent qu'au moment où ce fantasme de suicide, où ils se mesurent avec la réalisation. Celle-ci ferait plaisir en eux à la mère qu'ils ont eue et qui au début n'était pas heureuse de les voir naître pour certains. Je crois qu'il faut la collusion de ces deux éléments pour qu'il y ait accomplissement de l'acte autodestructeur. L'acte serait-il déclenché par un sentiment de vacuité? Oui. Cela remonte pour beaucoup à la naissance. Il n'y a pas eu au moment de l'accouchement une personne présente qui a un regard de joie en le voyant naître, mais cela ne lui a pas été dit. C'est inscrit dans l'ombilique de son âme. On peut constater, quand on écoute les adultes, des parents, combien le poids des labyrinthes de vie actuels dans notre société rendent l'arrivée d'un enfant simple et dans la joie. Même quand cet enfant est désiré d'ailleurs, parce qu'à partir du moment où il est là, où les problèmes se présentent d'école, de garde, de maternelle, les parents s'ouvrent tout d'un coup à une réalité qui fait que ce moment idéalement vécu s'estompe. Il n'est pas désiré au moment du suicide. C'est dans une absence de toute possibilité d'espérance, de joie, d'amour de lui que cela se produit. Et c'est écrit dans leurs journaux, quand ils en tiennent, et c'est écrit dans les journaux de jeunes filles aussi bien. Alors, quand il fantasme le suicide, il éprouve une espèce de plaisir, de puissance sur lui-même. Il va jouer avec sa vie. À 15-16 ans, on a une toute autre appréhension de la mort qu'à 7 ou 8 ans. L'enfant est familier de la mort, il la trouve quand il ne la cherche pas. L'adolescent se gargarise à l'idée de la mort et de l'émotion des autres à qui il manquerait. Chez l'enfant, c'est une conduite de risque liée à l'aventure. Chez l'adolescent, c'est vécu comme un deuil de son enfance, de sa manière d'être. C'est en même temps une nostalgie de ce qu'il va quitter. S'il en vient à croire que personne ne serait affecté par sa disparition, et si dans sa petite enfance, il n'y a vraiment pas eu une personne qui a marqué le sens de sa vie par l'amour qu'elle a de lui, alors il peut passer à l'acte au bout d'un certain temps de fantasme de suicide qui lui rapporte même pas le plaisir de la nostalgie de l'être qui le regretterait.
Dans le journal d'une adolescente, j'ai pu lire récemment « Je hais mon père ». Un enfant qui naît d'un accident de contraception sera-t-il prédisposé aux fontaines suicidaires? Les mères n'osent pas le révéler. Elles croient que c'est mal d'avoir pensé ça. Ce n'est ni bien ni mal. Et si c'est dit à l'enfant, non seulement ça ne lui ferait pas de mal, mais ça lui donne un ressort extraordinaire. Tu as bien fait de naître. Tu as été plus fort que mes vœux de mort. Françoise Dolto, qui parlait clairement, et qui a écrit d'ailleurs un ouvrage que je cite actuellement, La cause des adolescents, est un ouvrage à relire. C'est ça le travail d'une psychothérapie sur des enfants rejetés. Puisque tu n'en es pas mort de ce problème à la naissance, d'autres le seraient, c'est que tu es beaucoup plus fort que les autres. Tu as dépassé le désarroi de ta mère et tu donnes une descendance à ton père qui ne savait pas qu'il la voulait. Quand on responsabilise un jeune qui a déjoué les manœuvres qui avaient essayé de l'empêcher de vivre, il est bâti à feu et à sang. Secondairement, la vie l'aime même si ses parents l'ont abandonné. Il y a souvent une jeune fille ou une femme qui s'occupe de lui et qui l'aime. Il m'est arrivé de dire à un bébé, ça je cite Françoise Dolto, placé dans une pouponnière, tu vois, Lisa, infirmière, est très malheureuse quand tu es malade. C'est pour ça que la pouponnière a demandé que tu te soignes. On t'aime ici parce que tu t'appelles de ton nom et non parce que tu es un enfant de la pouponnière. Ta maman avait des raisons de croire qu'elle n'avait pas le droit d'aimer un enfant. Et tu savais qu'elle avait besoin de mettre un enfant au monde. C'est ainsi qu'elle parlait et ses paroles ont des effets, même actuellement quand je reçois des nourrissons. Voilà, je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, je reprendrai mes interventions à la rentrée. Je vous souhaite un bel été et d'être très réveillés ce week-end et bien sûr d'aller voter. À bientôt, chers auditeurs. Merci. Vous venez d'écouter Psychanalyse et Société sur RLP.